Bienvenue et retour dans ce KIF, cet événement sur plusieurs jours au Centre Pompidou-Metz autour de l'immersif, de ses techniques, de ce secteur émergent et surtout de ses talents, de ses professionnels, de ceux qui le font vivre. C'est l'objet de cette table ronde et des échanges que nous allons avoir avec nos intervenants dans un instant. Parler des talents, parler des métiers, des modes de formation, de recrutement, de la protection sociale qui va avec, puisque Audience est le partenaire de cette table ronde et de ces journées consacrées à l'immersion, de cette grande rencontre du KIF à Metz au Centre Pompidou. On va se centrer sur ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources humaines. Mais avec Alexandre Michelin, qui est dans cette salle, puisqu'on est dans un amphithéâtre au Centre Pompidou-Metz, avec du vrai public, en même temps que ce public qui nous regarde sur Internet, on a pris le parti de partir des œuvres ou des réalisations, expositions, performances, activités de divertissement qui font appel à l'immersif et aux techniques de l'immersion, au numérique, et puis de remonter petit à petit jusqu'à ceux qui les font, qui les fabriquent, quelle organisation, selon quel statut, selon quelle modalité de formation, de recrutement. Et donc on va en parler avec les uns et les autres. Alors nous sommes contraints dans cette table ronde par une réalité, c'est qu'on a des intervenants qui sont au Canada, en Amérique du Nord, où là aussi, évidemment, l'immersif est un secteur en pleine expansion. Ils seront avec nous. Nous avons une intervenante qui se trouve en Finlande. Nous en avons une à Paris. Et puis, nous avons, à tout seigneur, tout honneur, sur ce plateau, deux êtres en chair et en os qui, eux, ne sont pas derrière leur écran pour nous parler. Il y a Frédéric Oliven, qui est directeur général d'Audience. Merci, Frédéric, d'être avec nous aujourd'hui. Et il y a Nicolas Chétel. Nicolas Chétel, vous avez créé HypnoVR. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est, HypnoVR, qui a fait se rencontrer l'immersif, le virtuel, avec les besoins et les nécessités parfois de l'hypnose à l'hôpital. Donc si vous êtes hypocondriaque ou tout simplement curieux, vous restez avec nous, vous allez voir des images tout à fait réconfortantes et hypnotisantes dans un instant. Avec nous également, et ceux-là et celles-là sont à distance, il y a Corinne Linder, qui est directrice artistique chez Fil Concept, dont l'ADN est le cirque, mais Corinne Linder a fait rencontrer sa passion du cirque avec les technologies numériques, et elle nous expliquera, vidéo à l'appui, comment elle s'y est prise et avec qui elle travaille, puisque la question centrale de cette table ronde, c'est savoir comment vous travaillez, avec quelles ressources humaines, avec des gens formés, suffisamment formés, comment vous les recrutez, comment vous leur proposez un statut ou quel statut choisissent-ils, parce que finalement la sécurité sociale, le statut, c'est aussi un des critères d'excellence d'une filière. Si la France peut proposer aux professionnels de l'immersif des conditions de travail performantes, acceptables, sécurisantes, eh bien c'est un avantage comparatif dans une compétition qui maintenant est mondiale. Il y a également avec nous Laurence Bagot, elle était journaliste, elle a créé Narrative, une société de production spécialisée dans les contenus de divertissement. Elle est aujourd'hui la coprésidente de XPO, la Fédération des associations concepteurs d'exposition. Laurent Simon est professeur à HEC, HEC Montréal. Il est spécialisé en management sur les technologies et notamment les technologies du savoir. Et puis, Michael Kouzigou est également avec nous. Il est producteur chez Moment Factory. Remontons un peu en arrière. Vous vous souvenez qu'il y a eu ces dernières années à Paris, à l'atelier numérique, des expositions qui ont fait parler d'elles. On se souvient d'une exposition Vincent Van Gogh où on voyait des soleils tournoyer. On se souvient, je crois, aussi d'une exposition Klimt où on entrait véritablement dans la salle d'exposition et dans l'univers de ces très grands peintres. Eh bien, derrière cette exposition, il y avait Michael Kouzigou qui aujourd'hui est chez Moment Factory au Canada, Moment Factory qui se présente comme un studio de divertissement multimédia. Alors, ceux qui sont à distance et qui nous regardez, en tout cas j'espère, et qui êtes attentifs, préparez-vous à intervenir, préparez-vous à lancer vos vidéos quand je vous le demanderai. Soyez aussi attentifs au retour son parce qu'il est contraignant quand on se parle à distance. La salle est toute oui, les internautes sont derrière leurs écrans et Nicolas Chétel est avec moi et Frédéric Oliven aussi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une question toute bête. Quelle est l'expérience immersive qui vous a le plus bluffé depuis que vous savez ce que c'est que l'immersion ? Nicolas ?
D'abord, ravi d'être avec vous et puis avec l'audience à la fois dans la salle et puis sur Internet. Je dirais, moi, dans les audiences immersives qui m'ont bluffé récemment, il y en a trois. Il y en a une première que vous évoquiez, qui est celle des expositions à l'Atelier Lumière. Voilà, très clairement, j'ai trouvé ça absolument bluffant. Il y en a une deuxième que j'ai eu l'occasion de voir, c'est comment dans les studios de télévision de prochaine génération, finalement, on arrive maintenant à avoir de l'immersion qui sort de l'écran et vient sur les plateaux. Et puis tout récemment, une application de collaboration par réalité virtuelle qui a été lancée par Facebook. Je crois que ça s'appelle Workrooms Horizon, qui permet du coup de ne pas être limité par le Zoom, le Teams ou le système de visioconférence, mais qui permet vraiment d'interagir en conférence à distance avec des casques de réalité virtuelle. Frédéric Oliven. Ouais, à mon tour de remercier le KIF et d'être heureux d'être parmi vous. J'ai eu la chance il y a 2 ans d'emmener toute ma famille nombreuse, j'ai 4 enfants, au Japon. Et j'avais vu à Paris, à la Grande Halle de la Villette, l'expo TeamLab, qui était présentée plutôt comme un concept d'artiste contemporain, même si c'était très sympa, ludique, et qu'il y avait plein de gamins qui couraient partout. Là, ce qui m'a frappé d'abord, c'est la déambulation dans les espaces du lieu TeamLab, puisqu'il y en a plusieurs au Japon dans lesquels nous, on avait pris nos places à l'avance, des places pas données au passage, surtout quand on est 6. Et puis, le fait que ce TeamLab-là était dans un centre commercial. Et en fait, on est à la croisée du divertissement et effectivement de la création artistique avec des interactions sur les murs. Enfin, ceux qui connaissent TeamLab connaissent le concept. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment très amusant. Chacun a fait son parcours. On a débriefé après en famille ce que chacun avait aimé le plus dans les différentes salles et dans ce labyrinthe où on pouvait se perdre. Ça a été une expérience très intéressante, tant du point de vue de l'expérience en tant que simple public que du modèle économique et du modèle développé par TeamLab au Japon. C'est-à-dire aujourd'hui une vraie entreprise, un vrai business et qui inspire beaucoup de gens dans le monde entier, je crois. Ce que j'ai oublié de dire, Frédéric Oliven, c'est que vous n'êtes pas un homme de la mutualité, si j'ose dire, ou de l'assurance. Je rappelle un peu votre parcours, à la fois parce que vous êtes un peu le partenaire privilégié de ce KIF, ou en tout cas de cette table ronde, mais aussi parce que ça va éclairer votre prise de parole. Vous avez dirigé une radio chère à mon cœur, qui est Radio Classique. Vous avez dirigé une salle de concert. Vous avez travaillé chez Weborama, où évidemment vous êtes colleté avec les problématiques de data et de numérique, et aujourd'hui vous occupez du statut des professionnels des médias et de la culture, donc vous avez une vision 360 qui va beaucoup nous aider, au même titre que celle de Nicolas, qui vient d'autres univers lui aussi et qui a rencontré des technologies qui sont au cœur des problématiques de santé aujourd'hui. Alors, moi, je vous raconte ma dernière expérience immersive. Elle est assez particulière parce qu'elle n'est pas liée à l'existence d'une société et pourtant, je crois que c'est de l'immersion. C'était la semaine dernière, ça a été la meilleure soirée de mes vacances. J'étais dans mon jardin, j'avais allumé un brasero, j'avais fait du feu. J'avais mon chien à côté de moi, j'étais sous un plaid, il y avait la voûte étoilée. Et j'avais mon ordinateur sur les genoux et j'avais une envie folle de western et j'ai regardé True Grit d'Henry Hathaway, $100 pour un shérif. Et dans True Grit, évidemment, il y a des bivouacs, il y a des feux de camp, et j'étais en totale immersion puisque j'avais un vrai feu devant moi, j'avais le vent qui soufflait dans les arbres autour de moi, et en même temps, j'étais dans le Far West. Et je dois dire, je crois que j'ai passé la meilleure soirée de mes vacances. Alors, je ne sais pas si c'était lié aux technologies, au fait que ma nombreuse famille était loin de moi et que je pouvais respirer. Mais pas le chien. En tout cas, j'étais en totale immersion et j'ai pris, pardonnez-moi l'expression, mon pied. Nicolas Chétel, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un extrait qui va peut-être nous hypnotiser puisque vous avez décidé de faire se rencontrer votre expérience. Vous êtes passé par Microsoft, vous venez de la tech, vous êtes un geek, et puis vous avez rencontré des médecins anesthésistes, et à partir de là, je vous laisse la parole. Alors effectivement, l'histoire d'HypnoVR, c'est véritablement la rencontre du monde de la technologie et puis de 2 médecins anesthésistes, le docteur Graff et le docteur Chauvin, qui utilisent depuis plus d'une quinzaine d'années l'hypnose médicale au bloc opératoire pour traiter la douleur et l'anxiété. Le principe de l'hypnose médicale, rien à voir avec Mesmer ou l'hypnose de spectacle, donc les gens dans la salle ou sur Internet n'ont rien à craindre, ils ne vont pas faire des choses bizarres en nous regardant ou nous écoutant.
Alexandre Michelin, j'ai ton passeport. Le principe de l'hypnose médicale est finalement très simple et bien connu depuis de nombreuses années. C'est tout simplement d'amener les patients dans un monde de confort et de sécurité, qui est le leur, et qui est du coup, dans le milieu hospitalier, généralement très éloigné du monde de stress et de douleur dans lequel ils sont. Donc l'idée, quand on s'est rencontré avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, était assez simple. C'était, est-ce qu'on arrive, en combinant une technologie, un logiciel qui s'appuie sur les techniques de l'hypnose médicale et une technologie immersive, en l'occurrence celle de la réalité virtuelle, à finalement plonger les patients dans ce monde de confort et de sécurité qui est le leur, en s'affranchissant des contraintes classiques de l'hypnose en milieu médical, où il faut quelqu'un de formé spécifiquement, de disponible, etc. Et ça a donné HypnoVR. Peut-être avant de rentrer un peu dans le détail, je crois qu'on a une petite vidéo si on peut regarder. On va se laisser hypnotiser, on va nous envoyer les images et vous pourrez, je pense, les commenter, sauf si elles sont avec. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, si on veut hypnotiser à l'hôpital, sachant qu'il y a des hypnotiseurs à l'hôpital depuis un siècle, et ils commencent pas, ils sont reconnus depuis un certain nombre d'années, mais vous l'avez dit, ça prend du temps, c'est pas complètement portable, quoi. Bon, voilà. Et pourtant, il y a de multiples applications. Ce qu'il faut dire aussi, et vous le rappellerez tout à l'heure, mais c'est que cette technologie, vous avez décidé qu'on ne pouvait y accéder que via des circuits médicaux, donc on ne la trouve pas à la FNAC ou dans les game stores ou je ne sais quoi. On va regarder ce qui se passe dans le casque et vous allez nous expliquer pourquoi c'est efficace. Camille a été hospitalisée au CHU de Strasbourg. C'est une opération qui a duré 6 heures. C'est la suite de l'opération qui m'angoissait un petit peu et la douleur que j'allais ressentir après cette opération. Elle a bénéficié de traitements classiques antidouleurs, mais au-delà de ça, elle a également bénéficié en complément de lunettes de réalité virtuelle. Ça a permis de m'apaiser. Les douleurs étaient moins intenses. Ça a nettement amélioré mon état. C'est un bel outil qui va d'ailleurs parmi les autres et en conjonction avec les autres. Une fois qu'on a écouté, qu'on a interagi avec le patient, on propose différents outils. Alors soit la forme hypnose classique, mais certains patients souhaitent être encore plus déconnectés. Et notamment ce casque avec l'immersion visuelle permet de s'affranchir de tout l'environnement technique. On est clairement dedans, des échographes, des scanners ou des IRM. Mais c'est un choix qu'on fait ensemble avec le patient. Donc elle avait 2 sens qui étaient mobilisés, et la vue et l'audition. Et ça durait après. C'est-à-dire que ce n'était pas juste le temps de la séquence, ça continuait à produire ses effets pendant un certain temps. Le casque de réalité virtuelle m'a permis de régler d'autres problèmes comme le stress, l'anxiété que les médicaments ne peuvent pas régler. Quand le patient est moins angoissé, on l'est moins nous-mêmes, puisqu'il y a toujours l'interaction qui va avec. Donc on se met toujours dans des conditions favorables et on utilise tous les outils à notre disposition pour cela. Alors l'objectif, clairement, est aussi un objectif de résultat global, avant tout humain pour le patient, mais aussi résultat qualitatif. Réussir mieux l'examen, réussir mieux la biopsie, avoir plus de réussite, c'est un ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. Je me dis que demain, si je devais moi-même subir une intervention et si on me proposait des lunettes de réalité virtuelle, je le tenterais sans aucun doute. Ça a marché, on ne retiendra que ça. Peut-être si je peux rebondir, parce que sur 2 ou 3 éléments qu'on voyait dans la vidéo, vous avez vu quelques extraits de l'expérience en tant que telle. Je pense qu'évidemment, là, on est dans un contexte où on est dans du soin, donc dans ce qu'on appelle la thérapie digitale. Donc véritablement, on utilise l'immersion pour un objectif qui est de soulager la douleur et l'anxiété. Donc évidemment, il y a une question clé, en l'occurrence, sur laquelle reviennent le docteur Sauer et puis la maman de la patiente, c'est il faut que ça marche.
Donc c'est vrai que nous, on a eu toute une phase quand on a développé HypnoVR où, pour montrer que ça marche, on fait des études cliniques. On fait des études sur des séries, on démontre les résultats cliniquement, et ça, c'est absolument essentiel. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi pour ça que c'est destiné uniquement aux professionnels de santé à ce jour, parce que derrière, c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui ne permet pas de remplacer des hypnopraticiens. Petite parenthèse sémantique. Donc l'idée, c'est pas de remplacer des gens qui sont formés à l'hypnose, mais c'est vraiment de leur permettre de démultiplier leur pratique. Et en ça, l'immersion vient vraiment compléter la pratique des médecins, leur donner accès à une technique qui sinon est contrainte, comme on le disait tout à l'heure, soit pour des questions de formation ou de disponibilité. Et ça, je crois que c'est aussi un point essentiel d'HypnoVR, c'est toutes les expériences sont construites chez HypnoVR dans un seul but, c'est l'efficacité thérapeutique. On s'est toujours dit quand on a démarré HypnoVR, évidemment il fallait que ce soit beau, mais il faut que ce soit beau pas pour être joli, il faut que ce soit beau pour être efficace cliniquement. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui un élément important, c'est dans l'immersion, une fois qu'on a démontré aussi que ça fonctionne. Donc ça permet effectivement de soulager la douleur et l'anxiété qu'on l'a démontré dans des études cliniques. Il faut aussi que ce soit très largement disponible, pas que ce soit réservé à des happy few ou à un nombre restreint de patients. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est déployée HypnoVR dans plus de 200 établissements, en France mais aussi à l'étranger. Et pour ça, il faut, au-delà d'être efficace, il faut aussi que ce soit simple d'utilisation. On va laisser les patients et leurs médecins soigner leur pathologie, s'endormir ou se détendre avant de subir ce qu'ils ont à subir. On va s'intéresser à la dimension humaine de cette organisation et la façon dont vous avez réuni des talents. Parce que, pour le coup, vous êtes parti, vous, de l'informatique, vous avez rencontré des médecins, il faut des graphistes, il faut des gens de culture et il faut ensuite des commerciaux pour convaincre les médecins ou les hôpitaux ou les services de s'approprier tout cela. Je voudrais votre point de vue de manager, et je poserai la question aussi à Frédéric Oliven, je voudrais votre point de vue de manager déjà sur ces fameuses technologies immersives, une fois qu'on a le produit, une fois qu'on a le service, une fois qu'on a identifié un marché, quelle organisation humaine on met autour pour que ça marche? Alors, je crois que moi, je le dis toujours, quand on crée une entreprise ou quand on la développe, enfin, quel que soit son stade, parce que j'ai travaillé dans des grandes entreprises aussi, finalement, l'équipe, le facteur humain, c'est ce qui fait, en tout cas pour moi, la richesse, le plaisir de travailler ensemble et de construire quelque chose ensemble. C'est aussi vrai dans l'immersif et c'est vrai chez HypnoVR. Donc, nous, très clairement, aujourd'hui, on a besoin de plusieurs types de compétences. On a besoin de compétences dans le domaine de l'immersion pour construire les expériences. On a besoin de compétences dans le domaine médical pour à la fois faire de la recherche et développement, faire des études cliniques. Et puis on a besoin de compétences dans le commerce. Parce que, effectivement, on reste une entreprise et si on veut qu'elle se développe, si on veut atteindre un objectif de disponibilité, il faut aussi qu'il y ait un résultat économique derrière. Donc c'est tout à fait naturel. Ce qui est pour moi absolument essentiel, c'est de trouver les meilleurs talents dans chaque domaine et puis aussi derrière, d'être capable de fédérer ces talents autour d'un projet commun, de valeurs communes, et puis dans un projet qui a du sens. C'est-à-dire que chez HypnoVR, on n'oublie jamais, quel que soit le domaine, que ce soit un développeur logiciel, un artiste 3D, un ingénieur en neurosciences ou un commercial, on n'oublie jamais pour qui on le fait. On le fait toujours pour des patients et pour leurs médecins. Et je crois que
cette dynamique de fédérer des talents extrêmement divers, extrêmement variés autour d'un but commun, c'est aussi ça qui permet au final d'avoir une expérience immersive qui soit la plus adoptée possible. Frédéric Oliven, on va entendre dans un instant Michael Kouzigou de Moment Factory, quelqu'un qui a contribué au succès de l'atelier des 1000 Lumières dont vous parliez. Donc il a vraiment cette vision des industries de divertissement et culturelles en mobilisant les techniques de l'immersion. Frédéric Oliven, quand on a préparé cette table ronde la semaine dernière, vous m'avez dit, nous, on est un peu un trait d'union, audience, entre ces métiers, ces compétences, ces filières professionnelles. Quel regard vous portez déjà sur la conjugaison des talents que vient de décrire Nicolas ? Les entreprises du secteur de la culture et des médias dont s'occupe Audience, je dirais un mot de ce qu'est Audience, que tout le monde ne connaît pas Audience, je pense loin s'en faut. Elle conjugue toujours des talents. Là, il y a des professionnels de santé, mais quand on fait de la télévision, il y a aussi des gens qui font du commerce, des artistes, des créateurs, des techniciens, il y a des gens qui gèrent, des administrateurs. Donc, ce qui est particulier au secteur culturel ou au secteur audiovisuel ou aux médias, alors dans le monde des médias, il y a aussi les journalistes. Certains sont salariés permanents de leurs médias, d'autres sont indépendants, journalistes rémunérés à la pige. La particularité, c'est d'avoir donc se croisent des personnes qui ont un statut de salarié permanent dans une entreprise et d'autres qui, au contraire, sont dans l'indépendance. Et je crois qu'aujourd'hui, l'immersif, c'est aussi la rencontre entre des structures, des entreprises, des entrepreneurs, et puis des compétences, des talents, dont certains vont être intégrés dans les écosystèmes dans l'entreprise, salariés, et d'autres vont être des indépendants. Et c'est vrai qu'Audience, historiquement, est un groupe qui s'est occupé dans son métier, qui est un métier de protection sociale, j'y reviendrai peut-être après, à la fois de couvrir et de protéger les permanents, qui pour certains dans les secteurs qui sont ceux, encore une fois, de la culture et des médias, peuvent avoir des parcours un peu spécifiques, changer un certain nombre de fois d'entreprise, souvent, voire beaucoup plus souvent que dans des secteurs plus traditionnels ou classiques, que peuvent être la banque ou d'autres. Ça pose un certain nombre de questions derrière sur la protection sociale, et puis s'occuper en particulier des professions indépendantes qui historiquement forment, constituent l'écosystème de talents et de compétences de la culture et des médias, les intermittents du spectacle, une partie d'entre eux sont des artistes, d'autres des techniciens, et puis les journalistes rémunérés à la pige. Et ça induit des techniques, des mécanismes qui sont très spécifiques et qui ont rendu le fait d'avoir géré au sein d'Audience, d'avoir construit au sein d'Audience ces mécanismes de protection, ont rendu service à ces filières. Et je crois donc que dans l'immersif, on va retrouver, avec des compétences nouvelles et des statuts sans doute pour certains différents, on va retrouver la même nécessité de concilier des compétences différentes, des écosystèmes, dans les écosystèmes, des salariés permanents, des travailleurs indépendants, et la nécessité d'offrir un continuum, des solutions pour ces carrières, pour ces talents. Et aussi pour leurs employeurs, pour les entrepreneurs. Donc c'est ce que je crois le service que pourra rendre Audience. C'est d'autant plus important que dans la table ronde précédente, on a bien vu qu'une des clés de la transformation, c'était à la fois la coopération internationale, mais aussi la possibilité de s'insérer dans cette compétition internationale. C'est pour ça que dans son casting, Alexandre Michelin, qui est à l'origine du KIF avec son équipe, a choisi d'enjamber l'Atlantique pour aller voir ce qui se passe au Canada. Et ça tombe bien, on a un Français du Canada qui est avec nous aujourd'hui. On en a deux même, on a un professeur de gestion qu'on entendra tout à l'heure, mais on a surtout Michael Kouzigou qui donc travaille pour Moment Factory, qui se présente comme un studio de divertissement multimédia. Et je le salue, Michael. Bonjour Michael, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien, David, bonjour. Vous avez un bon retour, ça veut dire que je peux vous poser des questions et vous pouvez y répondre. Sans problème. Ça me rassure.
Michael, je voudrais que vous nous disiez, vous avez pu écouter et entendre ce qui se passait au début de la retransmission et de la table ronde. Michael, je voudrais que vous nous disiez ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que Moment Factory? On voit tous à peu près ce que vous avez fait aux Ateliers Lumière et on a en tête ces expositions qui ont bénéficié d'une couverture médiatique incroyable parce qu'elles étaient sans doute un des premiers chocs pour un certain nombre de visiteurs parisiens avec ces technologies. Mais qu'est-ce que vous faites au Canada et qu'est-ce que c'est que Moment Factory? Alors écoutez, moi je suis producteur chez Moment Factory. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit retour, c'est pour ça. Donc je suis producteur chez Moment Factory. Moment Factory, c'est un studio de création numérique donc basé à Montréal qui existe depuis 20 ans, qui a été fondé en 2001 par Sachin Bessette et Dominique Audet. Alors Moment Factory, c'est une histoire un peu drôle parce que c'est la rencontre entre Sachin et Dominique qui évoluait plutôt dans le domaine des soirées électro et du VJing, donc de la création d'images lors de soirées électro. Ils ont commencé par monter un petit studio de production pour ces images lors de ces soirées-là. Et puis c'est surtout la rencontre avec d'autres professionnels, d'autres entreprises, notamment le Cirque du Soleil, qui va véritablement faire naître Moment Factory. Et le Cirque du Soleil va demander notamment plusieurs fois à Moment Factory de les accompagner dans la production visuelle, scénographique de différents spectacles. Donc Moment Factory a vraiment connu une explosion grâce à cette rencontre aussi avec le Cirque du Soleil et d'autres professionnels du domaine du divertissement. Michael, quelques exemples de super productions dont vous êtes l'auteur ou le responsable avec Moment Factory. Alors, Moment Factory, effectivement, c'est un studio qui travaille sur le monde entier, en fait. Même si le bureau principal est à Montréal, on a un bureau à Paris, on a un bureau à Tokyo, un bureau à Singapour. Donc, le spectre d'intervention de Moment Factory est très large. On va par exemple intervenir dans des aéroports, sur des lieux publics, où on va essayer de créer des contenus immersifs numériques qui vont interpeller le public sur la place publique. On va aussi intervenir dans des parcs à thème. On va créer des contenus pour des parcs à thème. On va aussi intervenir sur des tournées d'artistes dans le cadre de shows, de concerts. On a travaillé avec Muse, Arctic Monkeys, Madonna. On a fait il y a quelques années la mi-temps du Super Bowl, donc de très grosses productions comme ça événementielles. Et puis on va intervenir dans d'autres secteurs, notamment plus culturels, on va dire dans des musées. On va travailler sur de la muséographie, de la scénographie. Et puis depuis quelques années, Moment Factory a développé ce qu'on appelle formats, donc ses propres concepts créatifs, numériques et artistiques. Et donc on a ces fameux parcours de lumière qu'on appelle Lumina, des parcours lumineux en pleine nature qui permettent aux gens de découvrir un espace naturel d'une manière artistique, donc en mélangeant art numérique et espace naturel. On a aussi d'autres formats comme les auras, celui de Notre-Dame, de la basilique Notre-Dame de Montréal est un vrai succès. Donc c'est un spectacle qui va magnifier l'architecture de la cathédrale. Donc c'est un vidéomapping, on va dire, mais intérieur, avec tout un spectacle. Alors, j'avais envoyé une petite vidéo, je ne sais pas si on pourra la lire, mais qui présente justement le concept de aura et comment les équipes travaillent derrière ce type de concept. Donc en fait, Moment Factory est à même aujourd'hui de créer des formats sur mesure, de pouvoir les implanter dans le monde entier. On a participé il n'y a pas très longtemps en plein lockdown, notamment en Australie, à un festival numérique à Adélaïde, où on a envoyé des équipes, on a travaillé avec des locaux qui ont pu faire la jonction entre les équipes de Montréal et l'Australie. Et on a pu participer à ce festival à Adélaïde, un festival numérique. Donc voilà, on peut développer des équipes dans le monde entier. C'est vraiment, je dirais, la force de Moment Factory. Qu'on a reçu de chez vous. Je ne suis pas sûr qu'elle corresponde à ce que vous avez en tête, mais est-ce que vous voulez qu'on prenne un risque, c'est-à-dire qu'on en diffuse une
Si c'est la vidéo d'une autre société, si ça ne correspond pas du tout à ce à quoi vous pensiez, si c'est une vidéo de vacances de quelqu'un ou si c'est même une sextape, vous nous pardonnerez? On va essayer. Je vous pardonnerai. La régie me dit, on ne sait pas, il nous parle d'une seule vidéo, nous on en a 2. Alors si la régie m'entend, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque et à lancer une des 2 vidéos qui arrivent de Moment Factory? On essaye? Et je suis sûr que Michael va s'adapter. AT&T and global architecture firm Gensler enlisted Moment Factory's creative and technical teams to reimagine the AT&T Discovery District in downtown Dallas. This one-of-a-kind plaza was redesigned to reflect the mood and energy of the community, with dynamic media architecture that leverages art, light, sound, and technology. A 104-foot media wall towers as the focal point of the district, providing a high-definition canvas for a variety of cinematic experiences. Behind the scenes, a custom-made technology platform centralizes the content management system and show controls, and connects the media wall with the LED-lined trellis and interactive globe. This innovative network empowers AT&T to activate individual elements or synchronize the full orchestration of video, content, light, and music to transform the plaza into a fully immersive digital ecosystem. Evolving over a 24-hour period, high-impact and ambient visualizations offer moments of collective enjoyment, relaxation, and exploration. Through a partnership with Epic Games, our teams were able to unlock the potential of the Unreal video game engine, opening up endless narrative portals for discovery. Wind and solar data powers a rendering of a vibrant neighborhood that inspires onlookers to imagine how natural energy can be used to transform cities. By approaching data as a storytelling tool, we can create generative multimedia content based on real-time inputs, fusing physical and digital worlds together. Blurring the boundary between real and unreal, the facade shifts into moving blocks, morphs into a colossal digital statue, and voyages through space on currents of solar wind data, creating ever-evolving content. In the evenings, a digital dance performance takes over the square, with sequences that explore the complex relationship between humans and technology. Each journey gives a subtle nod to AT&T's history and future. One district, endless discovery. Michael, vous êtes là? Oui. C'était pas une sextape. Ça va. Est-ce que c'était la vidéo à laquelle vous aviez pensé ou pas? Non, mais c'est très bien. Écoutez, c'est une des dernières réalisations de Moment Factory à Dallas pour donc le AT&T Plaza. Donc c'est le siège de la compagnie de télécommunications AT&T. Effectivement, c'est une très belle réalisation qui montre aussi, qui illustre bien finalement aussi le travail de Moment Factory sur l'activation d'une place publique en plein centre-ville et ces activations numériques qui vont permettre aussi de prendre le pouls entre guillemets de la ville grâce à des datas qui sont collectées sous différentes formes et qui vont générer un spectacle ou un contenu un peu différent chaque jour, chaque soir. C'est l'intelligence artificielle qui va créer finalement le contenu artistique. Donc c'est une très belle illustration des métiers de Moment Factory.
Michael, on a vu dans ce qui est plus qu'une démo, c'est un exemple. J'entendais Frédéric Oliven tout à l'heure qui disait qu'il avait été bluffé par ce qu'il avait vu au Japon. On voit dans la vidéo un certain nombre de professionnels en train de développer et d'utiliser les datas dont vous parlez et de développer ces images qui sont assez extraordinaires. On est dans Blade Runner, là, nous y sommes, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on n'a pas encore ça chez nous. Enfin, c'est pas complètement, on n'y est pas encore en France, et ça pose la question de la structuration d'un secteur et de l'urgence, parce que si nous aussi on veut avoir des façades d'immeubles et des réclames qui ressemblent à Blade Runner et une ville plus ludique, une ville qui marie les technologies, qui marie les belles images, qui marie le graphisme, qui réinvente la publicité, qui est quand même un peu triste et qui est triste à un point tel qu'on a envie de la chasser des centres-villes aujourd'hui et des abords des villes, il faut qu'on se dépêche pour créer un secteur un secteur de l'immersion avec des métiers, avec des filières qui soient en compétition avec ce que l'Amérique du Nord est en train de nous préparer et fabrique déjà. Et de ce point de vue-là, vous connaissez les deux côtés. Vous connaissez la France, vous connaissez le Canada. Où fait-il bon être employeur et où est le meilleur écosystème selon vous ? Alors effectivement, c'est ce qui m'a surpris finalement en rentrant dans le domaine de l'art numérique, notamment avec l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières, ça a été une très belle réalisation donc de Culture Espace à Paris, un gros succès, parce que ça a permis de mettre aussi en valeur l'art numérique dans une ville, dans une capitale, Paris, qui est quand même très centrée sur les arts plastiques. Et donc finalement, les artistes numériques, les gens qui travaillent dans le domaine numérique, qui sont aussi des artistes, souffrent un peu parfois de ne pas être reconnus à leur juste valeur. Et l'Atelier des Lumières a permis de mettre un peu leur métier, leurs compétences en valeur. Au-delà de ça, c'est vrai que Montréal est une capitale créative et ça s'explique par plusieurs finalement phénomènes. Il y a eu une volonté politique de la part du Québec, du gouvernement du Québec, d'investir dans ces industries. Donc il y a eu toutes sortes de dispositifs très tôt, dès les années 80-90, pour favoriser notamment l'investissement dans les industries créatives. Et quand je dis industrie créative, c'est ça qui est important, c'est toutes les industries, entre guillemets, culturelles, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, le multimédia. Il y a eu des investissements publics assez forts et aussi le Québec, de par son histoire, souhaite aussi créer une immigration et faire venir des talents du monde entier. Et donc Montréal est devenu une espèce de hub créatif, notamment en 1998 avec la création du quartier du multimédia, où là la puissance publique a vraiment financé la rénovation et la réhabilitation de tout un quartier qui était sinistré, industriel à Montréal, et qui est devenu un hub créatif très important. Il y a le quartier des spectacles que vous devez certainement connaître aussi à Montréal et qui est aussi connu dans le monde entier pour toutes les productions, le nombre de productions de spectacles vivants. Et puis il y a eu l'arrivée, grâce à des dispositifs aussi d'avantages certainement fiscaux, l'arrivée d'entreprises notamment comme Ubisoft qui s'est installée à Montréal, d'autres studios de création, et puis évidemment le Cirque du Soleil qui est un très gros employeur et réalisateur de contenu. Et je dirais que la force de Montréal, peut-être par rapport à la France, par rapport à Paris, c'est que tous ces domaines d'activité artistique sont décloisonnés. Et dans une petite ville finalement comme Montréal, qui est très grande, beaucoup plus grande que Paris, mais qui a quand même moins d'habitants que Paris, dans cette petite ville finalement, les artistes se retrouvent à discuter ensemble. Donc il y a un décloisonnement entre par exemple le monde du cinéma, le monde de la musique, le multimédia. Les gens se retrouvent finalement sur un plateau ou sur des projets ensemble. Ça crée des compétences qui sont quand même assez uniques. Et moi, en arrivant chez Moment Factory, j'ai pu mesurer aussi le haut niveau de compétences des employés chez Moment Factory, leur jeune âge. Donc, c'est des gens qui sortent de l'université ou d'école, qui sont spécialisés dans le multimédia,
Il y a un système de cégep aussi qui existe, donc c'est du post-universitaire. Donc des formations qui sont vraiment dédiées au multimédia, peut-être beaucoup plus qu'en France. Donc en fait, vous avez ce mélange d'investissement public, ces compétences d'étudiants, d'écoles. C'est un écosystème qui a été favorisé grâce à l'arrivée de nombreuses entreprises, des studios de création, agences publicitaires. Vous avez un dispositif aussi, un organisme qui s'appelle la SODEC aussi, ici, qui est la Société de développement des entreprises culturelles, qui est une émanation du ministère de la Culture et de la Communication du Québec, qui est une agence de développement, vraiment qui va investir dans des projets créatifs, culturels. Michael. Donc je dirais que, oui. On a compris. On a compris que vous avez l'écosystème et que le Canada est armé, ou en tout cas à Montréal, il y a ce creuset. Je voudrais vous faire réagir tous les deux sur à la fois ce que vous avez vu, sur l'enthousiasme d'un Français installé à Montréal dans les activités qui nous intéressent. Vous l'avez ça en France, vous qui êtes un manager de projet, qui êtes inséré dans ce secteur-là, sachant qu'en plus vous avez le secteur de la santé, donc c'est d'autres réglementations, c'est d'autres embûches. Ça vous fait réagir ? Alors oui, parce que bon, c'est vrai que le Canada est connu et reconnu pour ça, donc c'est pas une surprise. J'aurais même tendance à dire il n'y a pas de honte ou d'état d'âme à avoir aussi à s'inspirer de ce qui se fait bien ailleurs. Après, je pense que pour le coup, on a aussi des très très bonnes formations en France. Je pense que quand on a des projets qui font du sens, il n'y a pas spécialement de problématique de recrutement, parce qu'en fait, je pense que c'est notamment dans les jeunes collaborateurs, c'est aussi ce qu'ils cherchent, c'est travailler sur des problématiques qui ont du sens. Après, je trouve ce qui est aussi extrêmement intéressant dans ce que disait Michael, puis dans l'exemple, c'est la notion de la taille et de l'effet d'échelle. Et ça, je crois que c'est un des éléments fondamentaux. Nous, on a démarré HypnoVR, on est basé à Strasbourg, c'est le marché français, mais dès le début, on s'est dit on ne peut pas faire ça uniquement à l'échelle d'un pays. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. La technologie, c'est quand même aussi une dimension avec d'échelle extrêmement forte. Et ça se prépare en fait dès le début. Et très clairement, demain, peut-être qu'il faudra qu'on aille chercher des talents. On n'ira pas les piquer à Moment Factory, ce serait présomptueux de le dire, mais en tout cas, voilà, faire venir des gens du Québec. Le deuxième élément qui est extrêmement intéressant et dans lequel moi je crois beaucoup, c'est le fameux décloisonnement. C'est-à-dire que chez HypnoVR, on a des artistes 3D, des développeurs, on travaille aussi avec des compositeurs, avec des voix qui font du doublage, parce qu'on est présent dans cette langue différente. Et finalement, se faire rencontrer les gens, c'est vrai que c'est extrêmement riche. Alors peut-être qu'on a moins les lieux pour le faire ou les occasions pour le faire, mais en même temps, voilà, il faut les provoquer aussi. Et c'est aussi, je pense, un peu le job des entrepreneurs de le faire. Frédéric Oliven, avant qu'on entende Laurence Bagot, qui est coprésidente de la Fédération des concepteurs d'exposition, une fédération qui s'appelle XPO, moi, je suis très intéressé à la fois par deux mots, décloisonnement, et puis structuration de la filière, volonté politique. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit on a des gens qui passent d'un statut à l'autre, on a plein de métiers. Aujourd'hui, une carrière professionnelle, on peut la faire d'abord comme permanent, ensuite comme pigiste, ensuite on se met à son compte, on est auto-entrepreneur. Vous avez un point de vue imprenable sur les avantages que le système social peut procurer à des créateurs qui parfois partent en Amérique du Nord en se disant ça va être c'est l'Eldorado et ils peuvent être déçus. Nous, on a cet avantage comparatif en France et c'est important de le dire. Mais au-delà de ça, quand vous venez à Metz, que vous participez au KIF, vous vous dites je suis un des grands acteurs de l'assurance, j'ai ce point de vue imprenable sur les médias, sur la culture, sur le journalisme aussi, sur ces médias de transmission, sur ces activités de transmission. Vous vous dites, on a un rôle absolument pour structurer et on ne veut pas avoir de complexe par rapport à ces Canadiens-là qui nous en mettent plein la vue. Bon, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire et puis un peu de pression. Bon, je ne sais pas si j'ai un point de vue imprenable. J'ai un point de vue en tout cas.
D'abord, ce que je ressens, c'est qu'il y a en France la même énergie créative et d'entreprise que dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui, autour de la rencontre entre la technologie, la création, la culture, les médias, qui sont un petit peu ce qui a été évoqué depuis le début de la journée, et qui est plus large d'ailleurs que le seul sujet de l'immersif. Donc il y a cette énergie de créateurs et d'entrepreneurs en France, parfois c'est d'ailleurs la même chose, souvent même de plus en plus, et elle est incroyable dans le pays. Donc de ce point de vue-là, oui, je suis sûr qu'on n'a rien à envier aux Canadiens ou à d'autres. Ensuite, on sait qu'on est dans un pays où il y a historiquement un fort soutien public à la culture et aux médias d'ailleurs. Et on a encore vu durant la crise de la Covid une mobilisation de l'argent public considérable qui a fait le job de façon absolument massive pour préserver les entreprises de ces secteurs. Et nous, chez Audience, on le mesure à travers la santé des entreprises qu'on assure et tout simplement leur capacité à payer leurs cotisations. Donc, si après j'essaie de me placer du point de vue de la concurrence internationale, c'est vrai qu'en France, il y a une protection sociale. En fait, peut-être ce qu'il faut dire au départ, et sans vouloir contredire mon voisin de droite, il y a quand même aujourd'hui un enjeu majeur sur le recrutement des compétences et des talents. Et ce n'est pas seulement vrai d'ailleurs pour les compétences liées aux nouvelles technologies. C'est vrai à l'heure actuelle dans le pays, dans beaucoup de domaines d'activité. Les entreprises ont vraiment du mal à recruter et il y a une pression très forte et une tension très forte sur l'emploi autour de certaines compétences, qu'elles soient commerciales ou artistiques ou technologiques. Et de ce point de vue-là, moi en tout cas, tout ce que j'ai comme échange avec les entreprises et notamment les DRH, c'est que un bon package de protection sociale pour un salarié ou même pour un indépendant, si l'entreprise y contribue, c'est assez important, c'est même stratégique aujourd'hui et ça l'est plus que jamais dans cette capacité d'attraction des compétences et des talents. Là, de ce point de vue-là, si je veux revenir un instant à Audience, on a ce groupe que j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps, a joué un rôle très, très important dans le secteur de la culture et des médias, puisque les différentes branches, filières, se sont rassemblées chez Audience. Elles ont décidé communément de se rassembler. Elles peuvent être souvent concurrentes les unes des autres, les entreprises peuvent être concurrentes les unes des autres, les filières peuvent parfois se concurrencer les unes les autres, notamment quand elles ont besoin de l'aide de l'État, le gâteau n'étant pas extensible infini. Là, chez Audience, elles ont unifié leurs besoins de protection sociale parce que c'est vrai que couvrir des risques en termes de santé, de prévoyance notamment, ça nécessite d'avoir une structure assez grosse. Vous dites qu'on est un gros acteur de l'assurance. En fait, on est un petit acteur par rapport à l'assurance en général. C'est vrai qu'on est un gros acteur dans la culture et les médias parce que le groupe Audience collecte, bon an, mal an, un peu moins de 2 milliards d'euros par an, qui sont ensuite redistribués à l'ensemble. Vous connaissez tous les acteurs de la culture, vous les connaissez en fait, à peu près tous. On en a beaucoup, parce qu'historiquement, il faut savoir, ce n'est pas nos copains, ce sont nos clients, donc on est à leur service. Par ailleurs, il se trouve que moi, j'ai plein de copains là-dedans, mais c'est encore autre chose. Puis c'est des profils et des talents que j'apprécie et des entrepreneurs que j'admire et que j'aime servir. Mais on a toutes sortes de boîtes. C'est ça qui est intéressant chez Audience et qui me fait penser qu'on a toute notre place pour rendre ces services au secteur de l'immersif et à cette filière que le KIF veut contribuer à structurer. Comme Audience a réussi à être au service de ces filières qui sont aujourd'hui très structurées, en aidant aussi bien les permanents que les indépendants, notamment les intermittents et les pigistes. Donc on aura, je crois, ce rôle à jouer pour l'immersif et des solutions à apporter aux entrepreneurs. Mais chez Audience, il y a aussi bien des gros du secteur, des très grandes boîtes, même la plus grosse du secteur qui est dans l'audiovisuel France Télévisions, et des toutes petites structures de 2-3 salariés. Des boîtes publiques, je viens de le dire, alors pas les établissements publics administratifs, donc peu ou pas les musées, qui sont très souvent des établissements publics administratifs. Mais on a beaucoup d'établissements publics industriels et commerciaux, l'Opéra de Paris ou la Comédie Française. Et puis on a des boîtes très privées, très liées à des enjeux de profitabilité. Le groupe M6, par exemple,
ou dans un domaine qui ressemble, qui est très proche de celui dont on vient de se parler, une entreprise géniale qui est une star mondiale qui s'appelle Illumination MacGuff, qui appartient à des Américains, mais qui crée des grands dessins animés comme L'Âge de glace ou des propriétés comme ça. Et ils sont chez Audience et ils ont fédéré leurs enjeux de protection sociale complémentaires. On n'est pas la sécurité sociale, on n'est pas le socle, on est le complément pour la retraite et la santé et la prévoyance pour les salariés et les indépendants de ces secteurs-là. Ils se sont fédérés chez Audience. Donc pourquoi nous, Audience, quand un soir, Alexandre me raconte avec sa passion et me bluffe par la façon... Alexandre Michelin, le porteur de ce projet, avec son équipe du KIF qui voit le jour aujourd'hui, il me raconte il y a 1 an, on prenait un pot, il me pitch Moi, j'étais déjà totalement fasciné par ces expériences immersives. Je vous racontais TeamLab il y a 2 ans, l'Atelier des Lumières. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement le lieu où il faut qu'Audience soit présent pour faire passer ce message aux entrepreneurs et aux talents de ce secteur que Audience est un potentiel partenaire pour eux. Et moi, en tant que patron d'Audience, j'ai besoin aussi que les entreprises, je le dis de la façon la plus claire, que les entreprises de ce secteur choisissent Audience dans un jeu concurrentiel. Il ne s'agit pas d'autre chose. Si on est les meilleurs dans les propositions qu'on peut faire, pour continuer à solidifier cette protection sociale. Et ça, c'est un grand atout au niveau international et au niveau national. Donc, je reboucle sur votre question de départ. Oui, il y a une vraie force aujourd'hui dans la guerre des talents, à avoir la possibilité de proposer à des talents et des compétences, qu'il y a aussi, encore une fois, des techniciens, et c'est très très important, de proposer aussi un socle de protection sociale convaincant, parce que c'est un facteur d'attractivité qui est devenu central. Laurence Bagot, elle aurait dû être avec nous aujourd'hui, elle a été retenue à Paris, mais grâce aux technologies, elle est avec nous. Laurence, est-ce que vous nous recevez? Je vous entends très bien. Ça va? Oui, très bien, merci. Désolée de ne pas pouvoir être là aujourd'hui avec vous. On est ravis de vous avoir quand même. Laurence Bagot, je résumais un peu votre parcours. Vous étiez au départ journaliste, vous avez créé Narrative, une société de production, et puis vous êtes aujourd'hui, en même temps, j'imagine que vous êtes à la tête de Narrative, coprésidente de XPO, la Fédération des associations et concepteurs d'expositions. C'est bien ça? Tout à fait. Je voudrais savoir, c'est un peu une question les pieds dans le plat, mais qu'est-ce qui fait que cette question de l'immersion vous concerne au premier chef, vous qui êtes coprésidente de cette fédération? Je rajouterai un titre à partir duquel je veux parler, c'est l'association PXN, l'association des producteurs numériques, qu'on a créée en 2015 avec une trentaine de producteurs d'expérience et qui a ensuite créé la fédération XPO en 2019 pour essayer de créer justement une filière, en tout cas un écosystème où on se parle entre nous. L'immersion, c'est le mot à la mode du moment depuis 3 ans. Moi, ça fait 12 ans que je suis productrice numérique. J'ai lancé Narrative en 2008, enfin 13 ans maintenant. Et des modes, il y en a eu. Il y a eu la mode du web documentaire, ça paraît la préhistoire du numérique, mais c'était à l'époque, dans les années 2010, la figure de proue de ce qu'on pouvait faire en numérique. Il y a eu le cross-média, le transmédia, etc. Et depuis 3 ans, on ne gagne pas un appel à projet sans mettre le mot immersif. Alors, comme tous ces mots un peu valides, ça regroupe beaucoup de choses. Je pense que ce qui est important, c'est pour nous, en tout cas les producteurs, dans l'immersion, il y a l'engagement du spectateur, à la fois intellectuel dans tout ce qui peut être narration, storytelling, mais aussi l'engagement, on va dire, corporel et émotif. Il y a quelque chose de l'expérience totale. Je suis sûre que le mot immersion sera remplacé un jour par un autre, mais par contre, l'idée d'une expérience assez globale où l'utilisateur est pris dans sa capacité intellectuelle, mais aussi émotive et corporelle restera. Et Laurence, on est tous à chercher, Laurence, vous m'entendez ou pas? Des expériences qui engagent le spectateur dans ce Laurence, sens-là. quand je vous parle, vous m'entendez ou pas? Oui. Je vous dois un aveu, c'est qu'on vous entend très bien sur le son, mais que vous nous parvenez en stop motion.
Donc ça n'a aucune importance parce que la radio, c'est aussi bien que la télé. Mais sachez que vous êtes en stop motion à l'image, mais que le son est bien. Ok, je le vois aussi de mon côté. Non, mais surtout, ne vous déconnectez pas. Hein. Mais le son vaut mieux que l'image pour ce qui nous concerne et pour la discussion qu'on doit avoir. Et vous dites, sans doute, le mot immersion disparaîtra, mais le kiff restera, ou en tout cas j'espère, puisque c'est quand même une des finalités des activités qui nous réunissent, c'est quand même de faire kiffer les gens intellectuellement, émotionnellement. Vous n'êtes pas venus les mains vides, vous avez des choses à nous montrer. J'ai amené 2 expériences complètement différentes parce que c'est ce que vous m'aviez demandé de production qu'on a fait. Il y en a une qu'on a fait pendant le confinement pour faire parler les jeunes Africains à leur mois du futur. C'est un projet qui s'appelle Cher Futur Moi, où on invite des jeunes adultes de 17 à 20 ans à se parler face caméra à celles qui seront dans 10 ans. Et c'est un projet qui est en train de faire le tour du monde et pour lequel on a fait une déclinaison avec une expérience installative, vidéo immersive, Laurence, qui a tourné à la Biennale de la danse à Lyon, qui va arriver à la MC 93 au mois d'octobre et qui va faire le Tour de France l'année prochaine. Laurence, écoute-moi, je t'en prie. Laurence, on va passer vos 2 extraits. On va passer vos 2 extraits pour améliorer votre connexion, peut-être. Comme ça, le temps qu'on passe les 2 extraits que vous nous avez apportés, on va essayer d'améliorer la transmission entre vous et le centre Pompidou-Metz. J'espère qu'on va y arriver. On regarde les vidéos, si c'est possible. Est-ce que la régie m'annonce que c'est possible ou pas? C'est parti. Madame, Louis XIV a fait emprisonner M. Fouquet. Je me moque bien des petits comploteurs. On n'a point vu de surintendant en France respecté comme je le suis. Le roi lui-même sait qu'il me doit tout. C'est le genre de dette qu'un roi ne pardonne pas. Votre Excellence, vous aurez le plus beau jardin du monde. Ce sera une œuvre d'art totale, la demeure de la lumière. Je veux que l'on sente, en entrant ici, le souffle de mon esprit. Cette fête sera mon apothéose. Tous les plus grands du royaume. La reine-mère, le roi, la cour, les artistes les plus en vue. Dans les bassins, dans les bosquets, dans tous les arbres du domaine, ce château, c'est moi-même. Tic-tac, tic-tac, tada! Cher futur moi. Salut. Ben, check. Bam! Là, je suis en RDC, à Kinshasa. Je suis à la maison, au village de l'Indépendance. On habite à Casablanca. J'espère que tu as obtenu tous les diplômes que tu voulais, que tu es devenu une très grande architecte. On ne veut pas le minimum, j'espère que tu as le maximum. Ok, il fait que le vigile, bouge-toi, dépêche-toi, fais quelque chose. Le temps passe vite. On a plein de choses à faire, mon pote. J'espère que ton père, il t'a laissé plus de liberté et qu'il te voit comme une grande fille qui peut se débrouiller toute seule. Fais en sorte de rendre ta mère heureuse. J'aimerais te demander si papa il est encore en vie, si en tant que médecin que tu es devenu, tu as pu le guérir. J'espère également que tu t'es marié à la personne que tu aimes. Tu t'es pas marié par contrainte. Vu que tu es gentil, c'est un problème pour trouver la femme parfaite. Le médecin interne, ça donne quoi? Il y a des gratte-ciel partout à Dakar. Dans ton monde à toi, le racisme a disparu. C'est bon, on a vaincu. Tu as réalisé tous tes rêves. Tu peux être fier de toi. Cher futur moi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur moi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur moi, futur moi, futur moi. Cher futur moi, futur moi, futur moi. Cher futur moi, futur moi.
futur-moi. Cher futur, Laurence. au revoir. Au revoir. Je t'aime. Laurence, vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bougez, voir. Ah, c'est super. Non, là, on ne vous a pas en stop motion, c'est super. Alors, ce qu'on vient de voir sur Vaux-le-Vicomte, c'est assez évident. On a une jeune Constance Bonacieux qui vient découvrir comment Fouquet s'est fait attraper par Louis XIV parce qu'il faisait de superbes spectacles immersifs à Vaux-le-Vicomte. Et donc, Louis XIV, jaloux, et notamment jaloux des prérogatives, le fera emprisonner. C'est une longue histoire, mais on voit là que vous avez su ressusciter ce qui s'est dramatiquement passé à Vaux-le-Vicomte. C'est extraordinaire. Enfin, on a envie d'y aller. Rien que parce qu'on a vu cette bande-annonce, on a envie d'aller à Vaux-le-Vicomte pour ça. Et on l'a ressuscité en fait grâce au son binaural, qui est un son spatialisé. Et quand vous allez à Vaux-le-Vicomte, on vous fournit, on vous donne un casque. Et vous allez marcher tout du long dans le château, traverser les différentes pièces. Et au fur et à mesure, des scènes vont se jouer et vont faire apparaître dans votre esprit des images mentales telles que celles qui sont dans le teaser qu'on vous a montré. Vous êtes véritablement avec Fouquet, avec Louis XIV, avec Molière, qui vous parle à l'oreille dans un son extrêmement spatialisé en fonction de la pièce où vous êtes et de l'acoustique de la pièce. Et vous revivez de manière spatio-temporelle et très émotionnelle la vie de château qui était celle de Nicolas Fouquet, et notamment la grande fête qu'il a donnée et qui a donné lieu à sa chute fameuse dans l'histoire. Et qu'il a perdu. Et ça, typiquement, c'est une technologie qu'on a utilisée au service d'une immersion du visiteur qui marche extrêmement bien et qu'on réutilise dans différents lieux en France avec un format qu'on a inventé, qu'on a appelé les parcours sonores immersifs. Laurence Bagot, là, c'est du son, il n'y a pas d'image? Vous nous avez montré la bande-annonce. Il y a zéro image. Il n'y a pas Les d'image. images sont dans votre tête et elles sont à lire les livres d'or et les retours des visiteurs. Elles marchent sur tout le monde, quoi. C'est incroyable à quel point le son est un média puissant pour l'immersion et on l'oublie souvent. Et il est notamment puissant quand on a une image forte autour de nous, un décor d'un château, d'une abbaye, d'une ville, enfin quelque chose qui est déjà très évocateur, qu'il suffit juste de faire parler. Laurence, j'ai envie de vous poser cette question, puisque vous avez des responsabilités professionnelles, associatives, j'allais dire syndicales, je crois qu'on n'y est pas encore, mais presque. Quand Alexandre Michelin vous dit le kiff, c'est une façon de voir où en est cette filière de l'immersif, de ce numérique qui permet de faire de nouvelles choses dans les industries du divertissement, de la transmission, de la culture, de la connaissance, mais on l'a vu dans le domaine médical aussi, et il y a plein d'autres applications. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites c'est un secteur en devenir ou c'est simplement des techniques qui s'appliquent à des secteurs existants? Alors, on parlait de la créativité tout à l'heure au Canada. C'est amusant parce que quand on rencontre nos collègues canadiens, ils nous disent « Vous avez tellement de chance en France d'avoir une filière qui est dynamique, structurée, etc. » Nous, on envie les Canadiens nous envient. En fait, je crois que, bon, on ne va pas dire c'est kiff-kiff, mais on a en France une filière de créateurs, de gens de la technologie qui est extrêmement active. Elle se développe... Chaque année, à l'Institut PXN, on a des nouveaux adhérents, enfin, il y a des nouveaux talents qui arrivent de plus en plus jeunes, de plus en plus créatifs. Donc moi, je dirais que c'est une filière extrêmement talentueuse, active, très soutenue par le CNC. Elle a été très soutenue par les diffuseurs publics audiovisuels. Elle l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, on le regrette. Mais en tout cas, on trouve des débouchés aujourd'hui auprès des musées, des interlocuteurs auprès des institutions culturelles publiques. Il y a il y a un désir de création très fort en France et beaucoup de talents, beaucoup de talents, de ressources humaines qui ont envie de mettre leur savoir-faire au service de projets culturels et créatifs. J'ai cité tout à l'heure XPO, mais c'est passé au second plan. XPO, qu'est-ce que c'est? C'est bien une fédération de concepteurs d'exposition ou c'est pas du tout votre affaire?
C'est une fédération qui regroupe tous les concepteurs d'exposition, des muséographes, des scénographes, nous-mêmes les producteurs d'expériences numériques, des concepteurs lumière. C'est les métiers qui font les expositions telles que et qui pourraient faire un générique d'exposition comme il y a un générique de film. Et évidemment, dans l'exposition aujourd'hui, il y a de plus en plus de numérique. Là où les amis scénographes ont l'habitude de dire on mettait un écran en fin d'exposition, aujourd'hui il faut penser l'exposition avec une médiation, une scénographie numérique, immersive, enfin pour faire parler les œuvres, pour faire parler les absences d'œuvres, reconstituer des choses qui n'existent plus, travailler sur toute la médiation artistique et culturelle de ce que peut montrer une exposition. Tout à l'heure... Il y a un vrai savoir-faire en France à ce niveau-là. Alors justement, on parlait des savoir-faire, mais il y a aussi les savoir-être, les savoir travailler ensemble. Tout à l'heure, Michael Cousigou parlait du décloisonnement, de la capacité à jongler avec des gens venus d'horizons très différents. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est naturel dans votre secteur, ce secteur des expositions qui mélange des gens qui bossent dans le public, d'autres dans le privé? On en parlait dans la table ronde sur la transformation numérique de ces projets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va de soi ou on n'est pas encore dans une totale maturité? C'est tout l'enjeu de la fédération qu'on a créée il y a 2 ans pour faire parler les métiers ensemble et avec les institutions publiques, parce que la France fonctionne énormément par silos, et notamment quand on est avec des acteurs du public, on a des silos d'interlocuteurs, et l'enjeu de la fédération, c'est de créer une filière et un écosystème dynamique que nous, on voit plutôt comme une constellation que quelque chose de très hiérarchique. L'exposition est une œuvre de collaboration comme l'est un film, où chacun apporte son savoir-faire, son talent, et c'est en tout cas notre enjeu de décloisonner des choses qui, dans le passé, sont assez cloisonnées, parce que plus on va chercher ailleurs des talents pour les amener chez nous, plus ils nous apporteront du sang frais, de l'air frais, et inversement. Il y a un enjeu fort de collaborer ensemble et à travers différents prismes et savoir-faire. Laurence Bagot, merci. On y est arrivé malgré les difficultés techniques. Moi, vous m'avez fait rêver. Je vais aller à Vaux-le-Vicomte rien que pour assister à la destitution de Nicolas Fouquet. Frédéric Oliven, il y a des silos. Vous êtes bien placé pour voir les silos. On a des statuts, des régimes totalement différents, on a des parcours professionnels différents, on a des caisses différentes. Alors évidemment, ce n'est pas votre responsabilité, mais on s'est aperçu ces derniers quinquennats, disons, qu'il y avait une volonté politique d'homogénéiser les parcours professionnels, d'homogénéiser les carrières. Est-ce que cette notion de silo est quelque chose qui vous inspire ? Oui, il y a des filières, des industries différentes, et puis elles ont construit, en tout cas pour ce qui est de l'aspect social, leur garantie, leur socle de garantie minimale, chacune dans le dialogue social entre employeurs et représentants des salariés, représentants des employeurs et des salariés. Maintenant, le décloisonnement, il se fait aussi par la force des choses. Donc il y a les actions qui sont menées comme ce qui vient d'être énoncé là, mais il y a aussi par la force des choses, par les usages tout simplement et les attentes des publics, un décloisonnement des métiers, des industries, entre le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, par les plateformes, l'immersif bien sûr, qui opère, je trouve, justement la rencontre extraordinairement fertile entre l'univers, notamment des musées, et celui des nouvelles technologies, du digital, de la création. On parlait d'art numérique tout à l'heure. Moi, je crois que le système français a un atout et qu'il faut maintenant décliner encore une fois des nouvelles situations sur notamment des compétences et des talents indépendants. C'est celui d'avoir su construire en France, par exemple, des régimes protecteurs
Je pense en particulier à celui des intermittents du spectacle. Il est pas seulement ce qu'on peut en entendre parfois dans des débats un peu dans lesquels viennent se mêler des idéologies, et c'est là-dessus je ne vais pas me prononcer ici. Il est un système très intelligent parce qu'il permet aux entrepreneurs d'avoir beaucoup de souplesse, tout en garantissant, grâce à un système de solidarité un peu global de l'ensemble de ces filières, aux indépendants de ne pas être complètement laissés pour compte quand ils sont entre deux jobs sur des carrières qui peuvent être morcelées. Donc c'est ça que je trouve tout à fait smart finalement dans ce système de l'intermittence. Il est avantageux pour ceux qui emploient, qui vont avoir besoin d'employer ces artistes et ces techniciens, et c'est celui-là, ce besoin qu'on va retrouver dans le monde de l'immersif aujourd'hui certainement. Et puis en même temps il permet quand même à ces professionnels, et il ne faut pas croire qu'ils sont tous des comédiens très connus et gagnant beaucoup d'argent, c'est plutôt des exceptions très rares qui confirment une règle de professionnels qui ne gagnent pas très bien leur vie, c'est le moins qu'on puisse dire, et là pour le coup sur leur protection sociale il y a quelque chose d'un peu solide, leur complémentaire. Je pense notamment et pardon de cet exemple qui est peut-être un peu tarte à la crème mais qui est quand même extrêmement important et qui est fondamental, et on vient d'avoir une victoire avec les pouvoirs publics, avec le ministère de la Culture auprès du ministère de la Santé sur les journalistes pigistes qui sont des femmes qui peuvent avoir un enfant à un moment et qui n'avaient pas les mêmes droits que les salariés du permanent. Donc là maintenant elles vont commencer à accéder, ces femmes qui peuvent à un moment décider d'avoir un bébé, à des indemnités et à des régimes de protection qui sont normaux, qui sont quand même le minimum qu'on pouvait espérer pour eux. Pour les intermittents, il y avait ce genre de sujet-là par exemple. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne, d'une technicienne ou d'une artiste qui travaille le soir, qui a besoin de faire garder ses enfants? Il faut mettre en place des aides, des systèmes. C'est le rôle d'audience. Donc on va mettre ça à la disposition des entreprises aussi du secteur de l'immersif, ce qui leur permettra de se concentrer sur leur développement, sur leurs activités, sur la création, parce que ce socle-là, Audience va s'en occuper pour eux. Et on appelle ça la symétrie des attentions, c'est-à-dire qui traite bien ses salariés ou ses agents aura des agents qui traiteront bien les publics, qui seront, pourquoi pas, inspirés. Nous avons avec nous ce soir une personne inspirée qui s'appelle Corinne Linder. Elle nous parle de Finlande, on va la voir très rapidement avec nous, elle va apparaître sur nos écrans. Elle est directrice artistique, on parlait tout à l'heure du Cirque du Soleil, qui a eu une influence structurante importante à Montréal. L'ADN de la culture professionnelle et artistique de Corinne Linder, c'est le cirque. Bonsoir Corinne, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Ça c'est super. Corinne, je voudrais que vous nous racontiez ce que vous faites et comment vous le faites et avec quelles équipes. Vous êtes venu avec un exemple de votre dernier spectacle, qui est un spectacle où vous mélangez le cirque, la chorégraphie, la danse et puis le numérique pour faire vivre de façon assez exceptionnelle au public des sensations et des émotions très particulières. Est-ce que vous pouvez nous présenter la vidéo que vous allez lancer dans un instant ? Ouais, du coup, je vais vous parler. Déjà, bonjour tout le monde. Je suis Corinne Linder, artiste du cirque et productrice à la base. Et à Juge, je travaille comme chorégraphe et directrice artistique des expériences LBA, Entertainment, entre le spectacle vivant et le numérique. Et en 2017, je fondais ma propre compagnie nommée Friconte, avec la volonté de créer des spectacles immersifs qui est la frontière entre le rêve et l'immersion. Par cette combinaison de différents langages artistiques, je voulais créer des formes hybrides parce que je voulais explorer les nouvelles relations entre les acteurs et le spectateur. Donc, je voulais peut-être proposer de d'abord voir la vidéo qui est de mon dernière création qui est une distribution qui s'appelle The Ordinary Circus Girl. Donc, je ne sais pas si on pouvait lancer ça d'abord et je vais parler un peu de ça. Merci.
Nous sommes des spécialistes en réel virtuel pour les compagnies de cirque. Entrez, candidat, s'il vous plaît. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Placez-vous à côté d'une chaise et ne touchez pas au matériel, s'il vous plaît. Sentez-vous libre de vos mouvements. Ouais, regarde, très bon. Ça, tu vois, ça c'est ton matos. Hein, c'est ton agrès, c'est avec ça que tu vas travailler. Alors, allez au bout. Nico, je vais pas y arriver. Je sens pas du tout. On annule. Bonne chance. Allez. Mesdames, Messieurs, nous vous informons que le centre Pompidou-Metz va fermer ses portes dans 30 minutes. Ouais. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that the centre Pompidou-Metz... Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Voilà, Corinne, vous avez un exemple de la souplesse à la française, mais ça, c'est une autre affaire. Corinne, votre vidéo, elle est tout à fait réussie, parce qu'on voit exactement quelle est la promesse de votre spectacle. Comme l'heure tourne, j'ai envie de vous demander comment vous mobilisez les talents qui concourent à ce spectacle. Comment avez-vous fait pour assembler autour de vous des talents, des statuts, des métiers, des vocations si particulières pour produire ce spectacle et faire ce qu'on a envie de faire. Là, quand on voit la vidéo, on a envie d'y être. Donc, l'idée principale avec ce spectacle est bien sûr de donner au public le place comme circassien. C'est-à-dire que tu deviens en fait acteur de ton propre expérience et par une spectacle immersif et sensoriel, tout, pour avoir des sensations physiques d'être artiste et rien. Donc, le processus de création est fait dans deux phases. Une qui était de faire le film, écrire le film en réel virtuel, donc en vidéo 360. Et deuxièmement, c'est de faire un spectacle. C'est-à-dire, on a une création, processus spectacle, qui est plutôt mon métier, la base. Donc, dans la première phase de faire le film, on a fait beaucoup de choses plus dans le cinéma ou de gaming. Notamment, on a beaucoup travaillé avec une société qui s'appelle Novelab, qui est dirigée par Maury Labourté. Avec eux, on a beaucoup travaillé sur le parti son, immersif, donc ambisonique, avec la post-production. Et ainsi, on a eu aussi une équipe des artistes, 35 artistes intermittentes, qui a travaillé pendant 2 ans sur la recherche de ce spectacle qui a été filmé après. Donc, dans le tournage, on était 35 intermittentes, à peu près une dizaine de gens qui étaient sur auto-entrepreneurs, donc qui est DOP, qui a filmé, qui a fait des mouvements de caméra, des autres prestations qu'on a eu besoin pour cette expérience. Ça Une fois que France. le film était fait, on a lancé dans une deuxième étape de travail où on a travaillé plus avec, on va dire, un endroit typique de cirque, c'est-à-dire vraiment dans la création, donc beaucoup d'intimité de spectacle, ainsi que parfois on a fait un peu de aller-retour avec la post-production d'audio gaming pour avoir plus de cohérence entre le pont réel et irréel dans le film. Parce qu'on voit bien qu'il y a des moments qu'on essaie vraiment de ramener les gens, de perdre un peu la réalité entre le réel et l'irréel, et en utilisant le monde physique mélangé avec le virtuel. C'est-à-dire parfois, dans le film, tu es provoqué de te mettre par exemple sur un trapèze à la fin, sans toucher le sol, en même temps que tu portes le casque virtuel, ou tu es à 10 mètres de hauteur virtuellement. Mais il faut que les gens, comme on est dans un petit espace, 14 personnes en même temps, que le film est coupé d'une certaine manière, que les gens ne se croisent pas.
Donc il y a beaucoup de travail main à main avec les parties techniques, post-production, ainsi que les intermédiaires du spectacle, par le jeu chorégraphique et acting. C'est très complexe. Est-ce que vous m'entendez, Corinne? Oui. Ces talents, vous les avez assemblés et réunis en France ou en Finlande? Dans le cirque, on est partout. Hein. Donc, en fait, logistiquement, c'était trop cher pour moi de pouvoir, par exemple, monter dans notre pays, même si je trouvais des endroits qui étaient magnifiques. Mais vous avez conçu le spectacle. Le spectacle, vous l'avez conçu en France? Ouais. Ça a été Mais on a facile. plusieurs nationalités. Ça a été facile ou c'est compliqué? Quand vous dites on a travaillé avec des auto-entrepreneurs, avec des intermittents, avec des boîtes de production, avec des prestataires informatiques, pour vous, vous jonglez avec tous ces statuts en tant que productrice et directrice artistique facilement ou au contraire c'est compliqué? J'ai beaucoup appris parce qu'il y a la personne qui a fait ça avant. Mais ce sera plus simple la prochaine fois. Mais oui, c'était compliqué, surtout pour comment tu parles de ton projet, à la fois un public numérique et à la fois un public spectacle. Ce n'est pas le même langage. Donc pour trouver une pont entre deux, c'était super intéressant parce que c'est ça qu'on veut aussi. Je pense que cette mixité, cette hybridité de gens qui le monde XR ramène ensemble était vraiment passionnante. C'est un peu la même chose dans le cirque. On a en fait la différence fait une force. Plutôt comme par exemple dans la danse classique que le meilleur gagne. Donc c'était déjà super intéressant, mais c'était jamais facile. Mais c'est dans beaucoup aussi. Merci beaucoup Corinne Linder. Merci de votre témoignage. Je le trouve très riche parce qu'on a à la fois quelqu'un de la génération millennials, on a quelqu'un qui décloisonne, on a quelqu'un qui apprend à jongler avec les différents statuts. On a un spectacle qui a dû être quand même pas mal pénalisé par les 2 dernières années de Covid, surtout quand on a 15 personnes qui doivent vivre une expérience que leur font vivre des artistes autour d'eux. Donc ça n'a pas dû être simple. Et en même temps, dans la façon dont elle nous a présenté son projet, dans la bande-annonce du spectacle, on sent bien qu'on a affaire à des DJ. On a des DJ du management, des DJ des arts, des DJ des technologies, et il va falloir que derrière, les réglementations suivent, peut-être les statuts suivent, peut-être imaginer d'autres choses. Vous imaginez, vous, participer à de nouvelles créations statutaires ou à les accompagner, Frédéric Oliven? Oui, il faut d'abord que ça se structure dans le cadre d'une filière, c'est-à-dire qu'il y ait la possibilité d'avoir un dialogue entre des travailleurs, qui soient salariés, indépendants, et puis les employeurs. Donc c'est ce que le KIF contribue à faire, c'est le fait qu'il y ait une filière. Alors pour moi, il y a 2 catégories qui sont particulièrement concernées, et pour certaines qui ne sont pas du tout des catégories récentes, il y a les auteurs. Il y a un sujet autour de la protection sociale des auteurs aujourd'hui. Certains ont la possibilité d'être bien couverts, bien protégés. Pour beaucoup d'autres, ce n'est pas le cas. Donc là, les pouvoirs publics sont vraiment très précis là-dessus, sur leur envie de le faire. Et la deuxième catégorie d'indépendants, parce que pour les salariés permanents, c'est assez clair. Et pour pour les entrepreneurs et les employeurs qui le souhaitent, on a chez nous la possibilité de les guider sur le choix des bons codes NAF pour pouvoir ensuite relever des secteurs de la culture et des médias traités par audience, suivis par audience, et donc assurer le suivi des carrières. L'autre catégorie, c'est les développeurs. Eux, ils sont vraiment indépendants, peu structurés, et ils vont aller, pour leurs complémentaires, s'assurer de façon très individuelle. Donc si on avait quelque chose à construire sur un second exemple, en plus de celui des auteurs qui me semble être vraiment prioritaire, c'est pour la catégorie des développeurs. On va conclure, et on va conclure avec un professeur à HEC Montréal. Le temps a pressé, j'aurais voulu lui donner la parole avant, mais je lui donne la conclusion. Il s'appelle Laurent Simon, il est professeur à HEC Montréal. Ça va être un peu le poil à gratter, le chroniqueur de la fin et celui qui va nous aider à conclure. Laurent Simon, vous avez suivi nos discussions et nos démonstrations, surtout celles des entrepreneurs culturels et entrepreneurs tout court qui se sont succédés ici. Vous avez entendu évidemment Frédéric Oliven d'Audience, Nicolas l'hypnotiseur, si j'ose dire. Je voudrais savoir ce que vous inspire ces velléités
de ce qui n'est pas encore une filière, de ce qui n'est pas encore un secteur, ce qui sont des technologies, de vouloir exister. Je voudrais on revient 300 ans en arrière et on se dit, les premières personnes qui ont reçu quelqu'un pour leur dire, tiens, je vais faire chanter des gens à la façon du théâtre avec un orchestre dans un théâtre, et ils étaient en train d'inventer l'opéra, on a dû se dire, ils sont dingues. Et puis finalement, 300 ans plus tard, l'opéra est une filière et est considéré à la fois comme un art à part entière, comme un secteur, même s'il réunit plusieurs corps de métier. Vous allez nous faire une chronique là-dessus, Laurent Simon. Merci beaucoup, merci de me recevoir aujourd'hui. Ce qui pour moi est intéressant aussi dans ce que vous partagez, c'est cette idée d'une industrie qui est en train de se faire et d'une industrie qui est en pleine expansion. Et donc aussi une forme d'expansion où on voit qu'on n'a pas de design dominant, on n'a pas de modèle d'affaires dominant, on n'a pas de modèle de financement dominant, on n'a pas de modèle d'organisation dominant. Ça veut dire que le seul socle fiable, c'est effectivement le talent. Alors quand on évoque le talent comme vous le faites, on le voit, hein, on l'a vu en action, le talent, je dois avouer une franche admiration pour ce que j'ai vu aujourd'hui dans différentes dimensions. Et je dois souligner que comme Frédéric Oliven, j'avais beaucoup aimé Team Lab à Tokyo il y a 2 ans, que j'avais eu la chance de visiter. Le constat pour moi, c'est que le vrai défi, c'est construire à partir du talent. Et donc on l'a vu, on a évoqué une double responsabilité, celle des entreprises qui est de dire on doit aujourd'hui, en particulier en situation de pénurie, sinon de guerre des talents, créer des conditions favorables, des conditions d'attraction, des conditions d'écoute qui vont être essentielles à attirer les meilleurs et à les garder. On a une responsabilité de l'État. On l'a vu sur les modes d'accompagnement, sur les statuts, etc. La responsabilité, pour moi, qu'on n'évoque encore pas assez, c'est celle de la formation. On a parlé des talents, on parle peut-être pas assez des compétences. Et quand on parle des indépendants, là, on vient de sortir d'une grosse étude de 3 ans sur l'entrepreneuriat numérique chez les acteurs artistiques et culturels au Québec, et on constate que cette compétence, qui est une compétence clé, n'est en fait pas ou très peu travaillée, est à peu près absente dans la plupart des institutions de formation et finalement n'est pas reconnue comme une capacité essentielle. Donc ce qui me séduit aussi dans ce que vous dites, c'est les défis que j'y vois en termes de formation. Vous avez caractérisé aussi une industrie qu'on peut positionner comme une industrie de la médiation, de l'intermédiation, de la traduction, de l'empathie, mais aussi de l'hybridation. Et ce qui pose de nouvelles questions intéressantes à nouveau pour les formations. Vous travaillez avec la santé, on travaille avec l'architecture, on travaille avec le commerce de détail, on travaille avec le sport. Aujourd'hui, comment on forme les talents à justement s'ouvrir à ce qui n'est pas eux, s'ouvrir à ces autres terrains d'expérience qui sont au fond le véritable terrain de jeu de l'immersion. Alors pour moi, c'est ce que j'en retiendrai essentiellement, et puis on ne fera pas l'exercice de comparaison Montréal-Québec. Il y a des caractéristiques institutionnelles, culturelles qui sont différentes, mais on constate dans les 2 cas que c'est ce défi du travail transversal, de la collaboration, de l'ouverture aux autres écosystèmes qui a fait le fondement du succès de ces industries d'un bord et de l'autre de l'Atlantique. Donc pour moi, ça apparaît encore aujourd'hui comme un défi, former, accompagner à l'empathie, à l'hybridation, à la médiation, à l'ouverture. Laurent Simon, pour terminer, on pourrait au terme d'1 heure et demie de discussion et de démonstration dire mais vous avez été complètement hors sujet. Finalement, le vrai sujet, c'était comment les techniques immersives permettent des apprentissages et permettent de travailler autrement. On sort d'une période du Covid où on a mis la moitié des salariés des cols blancs de la planète en télétravail. On aurait pu très bien se dire mais le vrai sujet, il est là. Comment travailler en immersion de chez soi et finalement oublier les industries du divertissement, les belles expos, les belles séances d'hypnotisme avant de se faire amputer, etc. etc. On pourrait prendre le problème à l'envers, on pourrait le prendre par un autre angle, celui finalement de la transversalité de ces méthodes qui permettraient de travailler autrement, c'est-à-dire ça pourrait aider un expert comptable, un avocat, un prof, l'immersion pourrait révolutionner
nos façons de travailler, et on serait dans ce film de Spielberg qui s'appelle Ready Player One, où on est à la maison et finalement on ne vit que comme personnage d'un jeu vidéo, et on pourrait bosser comme ça. Oui, ben bien sûr, on fantasme encore beaucoup aujourd'hui sur ce que l'immersion peut apporter au monde du travail. On a déjà des expériences intéressantes en architecture, en design, dans l'industrie automobile, en aéronautique en particulier. Moi, je rebouclerai quand même sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Pour l'anecdote, j'ai recommencé à enseigner lundi matin à des étudiants que je n'avais pas vus en vrai depuis 1 an et demi, avec 22 étudiants dans une salle de classe et qui étaient extrêmement heureux d'être là. Donc je me permettrai de reboucler aussi, bien sûr, sur l'immense potentiel de l'immersion pour le marché du travail, mais aussi sur l'intérêt de mixer l'immersion. On parle de réalité augmentée, mais de se rappeler aussi que le monde existe. Et puis je retournerai à votre expérience au coin du feu, peut-être avec un verre à la main, avec un coucher de soleil, à se plonger en même temps dans un western. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut aussi garder en tête, et en particulier qu'on a un corps et qu'on est des êtres de relation. L'immersion, elle peut nous accompagner à augmenter tout ça, mais on doit aussi se rappeler de temps en temps que c'est ce qui fait de nous des êtres humains à peu près propres, à peu près décents. Laurent Simon, merci à vous d'avoir été patient et d'être resté jusqu'à la fin et de nous offrir cette conclusion. Il me reste à remercier nos invités, Corinne Linder, qui est directrice artistique chez Fil Concept, Laurence Bagot, qui est fondatrice de Narrative, Michael Kouzigou, producteur chez Moment Factory, Nicolas Chetel, qui était avec nous, fondateur et CEO de HypnoVR, Laurent Simon, vous venez de l'entendre, il est professeur à HEC Montréal, coucou, et Frédéric Oliven, qui est un peu le parrain, le candide et le partenaire de cette table ronde. Merci à vous 6, merci à la régie qui nous a accompagnés. Une table ronde avec 4 intervenants qui ne sont pas sur place. Je ne sais pas vraiment si elle est ronde, c'est une table quantique, je ne sais pas comment l'appeler. Je voudrais vous faire une confidence, je voudrais remercier Alexandre Michelin et toute son équipe qui ont organisé cette table ronde possible. Je vais vous faire une confidence, j'ai mon premier test de réalité virtuelle et je ne vous mens pas, c'est une proposition de Marc Dorcel qui m'a fait livrer un jour dans un très beau coffret avec, vous savez, l'estampille Marc Dorcel en cire rouge qui annonce des soirées qui chantent peut-être, un casque de réalité virtuelle avec des programmes adaptés, avec tout un tas de collaborateurs et collaboratrices en réalité virtuelle. Et je dois dire que j'ai été un peu déçu et que j'étais en plein test chez moi. Il était midi, mais vraiment je travaillais, je prenais des notes, etc. Et ma fille est rentrée de l'école à ce moment-là. Voilà, j'étais pas en action, hein, mais enfin quand même, elle m'a dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai dit « je teste la réalité, ou enfin je teste l'immersion dans le cinéma coquin ». Voilà, je vous remercie. Vous retrouvez ces échanges sur le site du KIF, j'imagine. Merci à tous nos intervenants. C'était passionnant et ça nous a donné envie, je pense, d'aller nous divertir. Salut.